bienvenue à cette visioconférence qui est la 4e table ronde littéraire qui a été organisée dans le cadre de l'exposition sur le ghetto de Varsovie, exposition commémorative du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie qui a eu lieu le 19 avril 1943. Aujourd'hui, pour cette dernière table ronde, nous avons le très grand plaisir et le très grand honneur d'accueillir Arnaud Bicard, professeur de yiddish à l'Institut national des civilisations et langues orientales. Donc Arnaud Bicard, normalien, a passé une thèse de doctorat sur un auteur yiddish. Il a étudié dans un certain nombre de pays, la Russie, l'Italie, les États-Unis, Israël, évidemment la France, et il en a retiré une grande connaissance de la littérature, et il a décidé de se consacrer à la littérature yiddish, dont c'est l'un des meilleurs connaisseurs en France. Je vais donc immédiatement céder la parole à Arnaud Bicard. Merci pour cette invitation et merci à tous d'être venus, de vous être connectés pour suivre cette courte présentation. C'est un défi qui m'est lancé de partager avec vous ce que la langue yiddish a construit au cours des siècles, et principalement, je m'arrêterai bien sûr sur ce qui a été fait au XXe siècle. Comme Daniel a souligné, c'est une civilisation, je pense qu'on peut véritablement parler de civilisation qui n'a pas véritablement disparu avec la Shoah, mais qui en a été terriblement diminuée. Et mon angle d'approche sera de vous présenter essayer encore une fois dans ce bref temps de vous présenter l'essentiel des réalisations, d'insister sur ce qu'il y avait de riche, de foisonnant, de créateur dans cette culture. Et puis nous parlerons un petit peu de ce qu'il en reste et de ce qui continue à se faire aujourd'hui. La première chose que je souhaite faire, c'est vous présenter en quelques mots la langue yiddish. La langue yiddish, c'est une langue qui fait partie des langues juives, c'est-à-dire qu'elle appartient à un groupe de langues qui se caractérise par différents traits, des traits linguistiques particuliers et qui tirent leur origine. Alors, elles sont parlées par les Juifs au cours de leur migration, au cours de la diaspora, et même dès avant la destruction du temple en 70, il y avait déjà différentes nuances de langue. L'araméen des Juifs n'était pas exactement l'araméen qui était parlé par les autres populations, et ainsi se sont créées des chaînes, une sorte de chaîne qui a fait qu'au cours des différentes migrations du peuple juif, d'abord d'Israël-Palestine en Europe, dans les pays latins, puis des pays latins aux pays de langue germanique, cette langue, les Juifs ont absorber, adopter les langues de leur entourage, tout en leur donnant une couleur particulière et tout en mêlant au vocabulaire et aux structures de la langue des traces des autres langues qu'ils avaient parlé précédemment, et aussi, et peut-être principalement, des traces de l'hébreu et de l'araméen qui constituent leur langue sacrée. Et le yiddish s'est donc formé au moment où, autour de l'an 1000, les Juifs sont arrivés dans les territoires germaniques, ici le territoire en vert, qui constitue le lieu, l'extension de ce qu'on a appelé le yiddish occidental, le yiddish de l'Ouest. Et ce yiddish de l'Ouest
a été dominant culturellement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On parle d'une population jusqu'à la fin du XVIIIe siècle qui est d'1 million de personnes à peu près. Nous, la branche du yiddish qui va nous intéresser aujourd'hui particulièrement, c'est la branche orientale, parce que les Juifs, après leur installation dans les pays germaniques, ont connu une migration vers l'Est continue liée à des conditions favorables qui ont été accordées en Pologne à la population juive à la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, liées aussi à des persécutions dans les pays germaniques. Et contrairement à ce qui s'était passé précédemment, lorsqu'ils se sont déplacés vers l'Est, ils n'ont pas adopté les langues slaves, quasiment en grande majorité slaves, de leur entourage et ont continué à parler la langue germanique qui était la leur, qui s'est modifiée et a absorbé de nombreux éléments slaves. Le yiddish, en tant que langue de fusion, est donc une langue qui est ouverte, essentiellement ouverte, qui absorbe, qui est capable d'absorber en permanence, l'hébreu étant toujours présent. L'hébreu joue dans la culture juive le rôle que le latin a joué au Moyen-Âge dans les cultures françaises, italiennes, allemandes, c'est-à-dire la langue du savoir, c'est aussi la langue du sacré. Et donc, sa présence est très importante, surtout dans certains domaines de la vie, notamment les domaines religieux, mais aussi de façon un peu surprenante les domaines les plus triviaux, parce qu'il s'agit d'une langue secrète que les populations alentours ne comprennent pas. Mais au fur et à mesure de leur déplacement, des langues comme le polonais, comme le russe, et puis plus tard aussi, au début du XXe siècle, les internationalistes, ceux qui sont utilisés dans la presse, ont pris pied dans le yiddish, qui est devenu une langue très riche. Et un point important, c'est que lorsque je vous parlais en regardant cette carte du passage du yiddish occidental au yiddish oriental, donc toute la partie qui est en rose et en rouge sur la carte, on a aussi, et à partir du 19e siècle, un mouvement de croissance démographique tout à fait impressionnant, qui fait que la population va décupler au cours de ce siècle. Et au début du XXe siècle, on parle d'une population d'environ 10 millions de personnes. Et la langue yiddish, qui est la langue de tous les juifs qui vivent sur ces territoires, à la fin du XIXe siècle, est parlée par 97%. Très peu de juifs, finalement, à la fin de ce siècle, avaient adopté le russe ou le polonais, les langues co-territoriales, pour des raisons essentiellement politiques, de rejet et d'isolement de la population juive, contrairement à ce qui se passait à la même époque en France ou en Allemagne, où le yiddish occidental a disparu au cours du XIXe siècle de façon progressive. Je vous montre simplement pour vous en donner une idée, la façon dont le yiddish est composé, c'est réellement une fusion où tous les éléments des différentes langues se trouvent parfois même au sein d'un même mot, se trouvent mêlés. Et sur le texte que vous voyez sur la diapositive, les mots d'origine germanique sont en bleu, les mots d'origine slave sont en vert, les mots d'origine hébraïque sont en rouge. Tout cela, il s'agit d'une nouvelle tout à fait naturelle, composée sans aucun effet de style du point de vue de la composante des différentes composantes de la langue par le grand auteur Sholom Aleichem. On essaye parfois de faire des statistiques. Le yiddish, lorsqu'on se risque à ces statistiques, est composé à 80% environ de mots d'origine germanique, à environ 10%
10 à 15% de mots d'origine hébraïco-araméenne et à entre 5 et 10% de mots d'origine slave, tout ceci pouvant varier de façon assez impressionnante suivant le sujet, suivant le texte. Donc, c'est quelque chose, c'est statistique à prendre avec des pincettes. L'histoire du yiddish est longue, elle est millénaire. Je vous ai déjà précisé que l'installation des populations juives en Allemagne, ces populations qu'on nomme ashkénazes, car c'est le nom qui a été rapidement employé par les rabbins pour désigner l'Allemagne. C'est un nom qui a été pris de la Bible, de la Genèse, qui désignait un lieu du pays de Canaan, et qui a été réattribué au Moyen-Âge par les rabbins à l'Allemagne. Donc tous les juifs qui parlent le yiddish sont des juifs ashkénazes, et à la fin du 19e siècle, ils étaient environ 80%, peut-être même un peu plus, de la population juive mondiale, en raison de l'explosion démographique dont il a déjà été question. Cette langue millénaire a produit des textes. Elle a produit des textes tout au long des siècles, même si dans les siècles les plus anciens, il nous reste peu de témoignages. Mais il se trouve qu'elle a toujours été employée dans une situation de diglossie ou de bilinguisme entre l'hébreu et le yiddish étant considéré inférieur à l'hébreu du point de vue intellectuel, du point de vue social, du prestige. Et les livres publiés en yiddish ont très longtemps été destinés aux femmes, ou du moins c'est ce qu'il était proclamé sur les pages de garde. Il faut attendre le 19e siècle pour que cette situation d'infériorité assumée ou présumée du yiddish commence à changer. Le rôle des femmes dans la diffusion de la langue est lié au fait que les femmes n'apprenaient pas l'hébreu, tandis que les garçons étaient formés à l'hébreu depuis leur plus tendre enfance. Les femmes non, elles n'ayant pas les mêmes devoirs religieux, elles n'avaient pas cette obligation de l'étude, et cela n'a pas empêché des textes qui en réalité étaient destinés à l'ensemble de la population d'être publiés en yiddish très tôt. Et je vous montre ici un exemple. Il s'agit de la fable de La Fontaine, vous l'avez sans doute reconnu, Le Corbeau et le Renard. C'est un texte qui a été publié en Italie en 1565 et qui est une relecture très amusante des fables de La Fontaine, pas de La Fontaine, pardon, on est bien avant, des fables d'Ésope, et qui judaïsent les fables que nous connaissons. Le renard invite le corbeau à chanter comme lors des chants de Rosh Hashanah, du Nouvel An juif. Il attend le fromage comme la manne, comme les Juifs attendaient la manne dans le désert. Donc c'est vraiment une réécriture et une domestication des textes étrangers. Et ça, c'est une tendance qui a existé un peu en continu, même s'il s'agit toujours de livres qui ont été considérés de façon un peu mineure, parfois lus en cachette par certains hommes qui se considéraient comme trop sages pour pouvoir lire une telle littérature. Mais ce qui prouve que le yiddish avait les temps anciens une capacité à fournir des distractions, des informations aussi à une grande partie de la population qui n'avait pas accès à l'hébreu. Je passe au 19e siècle parce que c'est le 19e siècle qui, et en passant au 19e siècle, on passe véritablement également du yiddish occidental, donc qui n'avait quasiment aucun élément slave, au yiddish oriental qui, lui, est riche en éléments d'origine slave. Ce yiddish oriental a été le lieu de tous les combats de la modernité. Mais cela a pris
du temps avant que se mette en place une véritable culture yiddish fière d'elle-même, parce que le caractère que l'on... je vous présente sur la diapositive ici l'état de l'Europe et surtout des territoires où vivait la population ashkénaze au début du 19e siècle. Il s'agit essentiellement d'un territoire qui est partagé entre de grands empires, puisque la Pologne n'existe plus. Elle a été absorbée par les trois empires que vous voyez, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois et la Prusse. Et l'essentiel de la population parlant yiddish habite maintenant dans l'Empire tsariste, dans une situation de grande précarité, car ce sont des populations qui ont peu de droits, qui n'ont pas le droit d'habiter dans les grandes villes, dans l'intérieur des territoires, qui ont des obligations financières qui sont plus lourdes, des obligations militaires qui sont plus lourdes, des interdictions également de pratiquer certains métiers, ce qui explique en grande partie deux choses. Ça va expliquer la non-assimilation de cette population, la façon dont le yiddish lui-même est resté le cœur de leur vie, de leur existence. Le russe, malgré de nombreux efforts d'intellectuels pour l'imposer, n'a jamais pris au long du 19e siècle auprès de la population au sens large. Et il y a une petite partie du monde yiddishophone qui habite dans l'Empire austro-hongrois où la situation était légèrement... Ceci dit, malgré la proximité d'ailleurs du yiddish avec l'allemand, en dehors des grands centres urbains, c'est tout de même une marge de l'Empire austro-hongrois, c'est tout de même une marge où d'ailleurs une grande partie de la population était polonaise et ukrainienne. Disons que les nobles étaient polonais et les paysans étaient ukrainiens. Et ce qui fait que le yiddish est tout de même resté largement majoritaire dans la population de cette région que vous avez sur la carte en jaune et qui s'appelle la Galicie. On va parler de cette population-là et on va parler de la façon dont le yiddish est devenu, au cours de ce siècle, une langue dont on a progressivement compris la valeur, l'intérêt culturel et qu'on a commencé à cultiver, à mettre en avant, à écrire de façon de plus en plus forte et de plus en plus fréquente. Cela a commencé par deux groupes qui étaient concurrents. D'un côté, il y a le groupe des Chassidim. Les Chassidim, vous en voyez ici sur l'image, il s'agit des juifs ultra-orthodoxes qui pratiquent un judaïsme rigoureux, mais un judaïsme qui est lié à un enseignement qui veut répandre une religion de la joie, une religion du partage, une religion également de qui ne méprise pas les ignorants, les personnes qui n'ont pas eu accès à une éducation talmudique. Et la conséquence de cela, c'est que les Chassidim, qui ont connu un succès, ce mouvement a commencé au XVIIIe siècle et il s'est répandu de façon extrêmement rapide dans l'ensemble du territoire, surtout en Ukraine et en Pologne. Et c'est un mouvement qui n'avait rien contre le yiddish, contrairement à ce qui se passait plus tôt, parce que justement, il a ce mouvement des visées démocratiques, même si le mot est un peu hors contexte ici. Ils veulent toucher l'ensemble de la population. Donc, ils ont publié très tôt des livres de morale, des livres aussi d'histoire, des contes en yiddish qui ont eu un succès très fort. Et cela a beaucoup déplu, inquiété les
la partie intellectuelle du monde juif, cette partie qui était exposée aux lumières européennes. On a nommé cela la Haskalah. La Haskalah voyait dans le chassidisme la superstition. Il critiquait beaucoup le caractère personnalisé. C'est vrai que le chassidisme se construit autour d'un culte de rabbins charismatiques, le Rebbe. C'est quelque chose que la Haskalah et ses héritiers en Allemagne et ensuite en Russie ont considéré comme anti-juif et comme surtout contraire à tout ce que les Lumières, à ce que la connaissance prône. Et ce combat contre le chassidisme, c'est lui qui va forcer les premiers intellectuels à s'emparer du yiddish. Ces intellectuels-là méprisaient fondamentalement la langue. Ils pensaient que les juifs devaient renoncer au yiddish pour passer à l'allemand ou pour passer au russe. Ils avaient un culte également de l'hébreu. Pour eux, l'hébreu était la langue du peuple juif. Et s'ils avaient pu, ils n'auraient écrit qu'en hébreu, car ils considéraient que c'était la seule langue qui méritait d'être cultivée. Le problème, c'est que lorsqu'ils écrivaient en hébreu, ils étaient lus par quelques milliers de personnes. Il y avait dans leur cercle que très peu de lecteurs, et la grande masse de la population, des millions de personnes, eux, s'exprimaient en yiddish exclusivement. La conséquence, c'est qu'ils ont compris qu'ils devaient adapter les textes qu'ils entendaient diffuser en yiddish. Et vous avez un exemple assez tôt ici, assez précoce. Il s'agit d'une adaptation de Robinson Crusoe qui a été traduite de l'allemand en yiddish et publié par l'un de ses représentants de la Haskalah, des Lumières juives. Et ce type de texte, qui au départ était plutôt isolé au début du 19e siècle, ont fait tache d'huile. Ça a pris du temps, mais ils ont influencé petit à petit des intellectuels qui ont commencé à considérer que le yiddish était une langue comme les autres finalement. Et l'une des premières expressions de cette nouvelle philosophie de la langue, cela a été un journal. Le premier journal yiddish qui a été autorisé dans l'Empire russe, il s'appelle Kol Mevasser, la voix annonciatrice. Il a été publié par l'homme que vous voyez en photo, qui se nomme Alexander Zederboim, un homme d'une très grande importance sur la diffusion de la presse en hébreu et en yiddish, car le journal était considéré comme un supplément en yiddish d'un journal en hébreu, le journal Amelitz. Et sur les pages de ce journal, des écrivains qui avaient, pour certains d'ailleurs, lu les textes que nous avons vus plus tôt, les adaptations de Robinson Crusoe en yiddish ou d'autres écrits de pionniers qui considéraient que le yiddish était une langue tout à fait légitime. Ces écrivains ont trouvé là une tribune, et dans les années 1860-1870 a commencé à se créer véritablement un monde intellectuel yiddish. On était encore aux prémices, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, les hommes qui écrivaient yiddish le faisaient encore un peu en se défendant, en s'excusant, en disant qu'il fallait bien qu'ils parlent à l'ensemble de la population. Il faut attendre la fin du siècle, donc 1880, pour que véritablement se mette en place une défense active, une illustration de la langue yiddish. Et avant cela, avant même que cette nouvelle fierté du yiddish se mette en place, on a une démocratisation culturelle qui passe notamment par le théâtre. Le théâtre est né
on peut à peu près le dater, la naissance du théâtre yiddish, c'est vers 1875 par un homme qui s'appelle Avram Goldfaden, qui était et un dramaturge et un impresario, et c'était un homme et un compositeur de musique. Les premières pièces étaient des pièces chantées, des opérettes souvent, et surtout, cela répondait à une demande parce que cette population juive était en train très rapidement de s'occidentaliser. Il y avait une forte urbanisation alors que les Juifs vivaient dans des petites bourgades. Ils sont de plus en plus débarqués dans les villes pour des raisons économiques. Et donc, il y avait un public, il y avait une très forte demande. Lorsque, dès la création des premières troupes, des dizaines de théâtres, de petites troupes se sont créées. Et malheureusement, cela n'a pas pu vivre longtemps, car entre 1875 et 1883, il y a eu une sorte de foisonnement avec des troupes concurrentes qui étaient en Roumanie, en Ukraine, et même parfois Goldfaden a joué à Saint-Pétersbourg, il a joué à Moscou, même dans les grandes villes où les Juifs théoriquement n'avaient pas le droit de vivre, mais où certains avaient obtenu l'autorisation de s'installer. Malgré ce succès, il y a au début des années 1880 une période très difficile qui est une période cruciale, un véritable tournant dans l'histoire juive lié au déclenchement, à l'assassinat du tsar Alexandre II par des révolutionnaires et à la naissance d'une politique qui continuera jusqu'à la révolution de 1917, qui est une politique extrêmement répressive. Et cette politique, la politique n'était déjà pas très favorable aux Juifs tout au long du siècle, mais il y a eu une amélioration avec le tsar Alexandre II, et à sa mort, cela est allé de mal en pis avec des lois qui, notamment, ont totalement interdit le théâtre. Donc, le théâtre était totalement interdit jusqu'au début du XXe siècle. La presse avait les plus grandes difficultés pour paraître, au point que dans les années 1890, il n'y avait aucun journal yiddish en Russie. Et la conséquence de cela a été une remise en question de l'identité juive en Russie, dans tout ce territoire. Et parmi cette remise en question, il y a notamment la naissance du sionisme d'un côté, et de l'autre côté, il y a la mise en valeur de la culture populaire juive et de la langue yiddish. Cette mise en valeur passe de façon assez importante par de grands écrivains. L'un d'eux, celui qu'on a nommé le grand-père de la littérature yiddish, se nomme Sholem Yankev Abramovitch, et il a été considéré, il l'a été pendant jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui chérissent la culture yiddish, comme un fondateur essentiel. Il a écrit de longs romans. C'est le premier à avoir su adapter la langue à des formats qui ressemblent en fait aux grands romans russes. Il s'inspire beaucoup des satiristes russes, de Gogol et d'autres. Et il a commencé à écrire dans le journal Kol Mevaser, dont on a parlé précédemment. Il a été désigné par celui qui est aujourd'hui peut-être l'auteur yiddish le plus célèbre et celui dont on peut trouver avec, on en parlera tout à l'heure, Isaac Bashevis Singer, celui dont on peut trouver peut-être le plus facilement des livres. Il s'agit de Sholem Aleichem. Sholem Aleichem était un jeune homme en 1888 et il décide à ce moment-là, il était extrêmement ambitieux, de faire de l'ordre dans l'écriture et la culture yiddish. C'est vrai que dans les dernières, à cette période, années 70, années 80, avait commencé à se répandre une littérature de bas niveau,
des petits romans sous forme de brochures, dont l'un des représentants était la personne que vous avez à droite. À gauche, il s'agit du jeune Sholom Aleichem, et à droite, il s'agit d'un homme qui s'appelle Nochem Shaikevich, qui écrivait sous le nom de Shomer. Et Sholom Aleichem a décidé qu'il fallait absolument, pour que le yiddish devienne une langue européenne comparable au russe, comparable aux autres langues qu'il admire, il fallait que la littérature se purifie. Et l'un des problèmes justement des brochures de bas étage, c'est que la langue y était peu soignée, elle était très influencée par l'allemand moderne, parce qu'il n'y avait aucune volonté, disons, de préserver l'authenticité du langage, et qu'il y avait une forme de fierté à germaniser, une mauvaise fierté, parce qu'il s'agissait de montrer ou de prouver qu'on est cultivé. Tout cela, Sholom Aleichem l'a combattu, et il a créé un journal où il a invité tous les intellectuels, même ceux qui auparavant n'écrivaient qu'en hébreu, il les a invités à écrire en yiddish, à illustrer la langue yiddish. Et l'un des premiers à avoir répondu à l'appel, c'est Isaac Leibush Peretz, un auteur qui est devenu le 3e grand classique. Maintenant, lorsqu'on parle de la littérature yiddish, on insiste toujours sur l'existence de ces 3 classiques, Peretz, Sholom Aleichem et Mendele, c'est-à-dire Abramovich. Mendele, c'est son nom, c'est le nom de l'alter ego qu'il a créé pour écrire ses romans. Et ces 3 auteurs ont formé, dans les années qui suivent, une sorte de base sur lesquelles toute la culture s'est construite. Et quand je dis la culture, c'est au sens large, c'est-à-dire que les écoles se sont appelées école Peretz ou école Sholom Aleichem. On a fondé des centres culturels, des bibliothèques dans chaque petite bourgade. Tout cela sur l'encouragement de cette nouvelle fierté autour de la langue, mais pas seulement autour de la langue, c'est-à-dire qu'on est dans une période où on est dans une transition, une modernisation accélérée. Le cadre de vie organisé autour de la religion ne fonctionne plus. Les jeunes quittent la bourgade où ils sont nés et ils ont besoin de guides, ils ont besoin de sens. L'un des sens importants va être cette culture qui parfois il y aura un tel attachement qui rappellera justement la religion que ces jeunes gens avaient laissée de côté. Et Peretz a été un des grands représentants de cela, parce que c'est un auteur extrêmement ambitieux. Sholom Aleichem est un auteur, il se veut l'héritier de Mendele. Il est devenu encore plus populaire. Ses écrits sont extrêmement humoristiques, et il transforme la vie des gens simples en mythes. Eh bien, Peretz, lui, était beaucoup plus élitiste dans son approche de l'écriture, et il a formé après lui des générations de jeunes gens qui arrivaient à Varsovie, venaient lui rendre visite et participaient à ses journaux, écoutaient ses conseils. Donc, à partir de ce moment-là, ce trio d'hommes est devenu un modèle. Il s'agit ici d'une carte postale. On les considérait comme les fondateurs d'un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il était à construire. Il était à construire, ce n'était pas un monde unifié, mais c'était un monde où enfin la langue yiddish avait une place importante, une place de premier rang. On a aussi à cette période un éclatement, une émigration qui a démarré en 1880 au moment de la cassure dont j'ai parlé un peu plus tôt. La population s'installe aux États-Unis. Il y a
une grande partie. En l'espace de 40 ans, on peut dire que 2 millions de personnes quittent l'Europe de l'Est, dont la majorité s'installera en Amérique du Nord, ce qui va créer des nouveaux centres dans cette culture yiddish moderne, dont l'Amérique sera pendant au moins 40, 50 ans, et avec de belles continuations ensuite, un des centres importants de la culture yiddish. Le XXe siècle est marqué par une ouverture culturelle majeure, notamment grâce au développement de la presse, parce qu'enfin, à partir du tout début du XXe siècle, avec la première révolution manquée de 1905, tous les mouvements démocratiques, la presse va devenir centrale dans la vie des Juifs modernes. Et la presse en yiddish, il n'y avait aucun journal au XIXe siècle. Au milieu des années 1900, on a déjà une trentaine de quotidiens éparpillés sur le territoire de la Russie et de la Galicie. On a un dynamisme également d'ordre politique, puisque ces vastes populations qui souffrent non seulement d'un manque de droits civiques, mais également qui souffrent de pauvreté, a été très sensible à l'organisation des différents partis, et certains partis juifs, notamment le Bund, c'est le grand parti socialiste juif, sont devenus une véritable famille, et plus qu'une famille, parfois presque un État. Son influence, l'influence de ce parti, il n'était pas le seul, il y a eu des dizaines de partis différents qui combattaient pour une position différente des Juifs au sein de la société russe ou de la société polonaise. Tous ces partis, ils vont avoir, alors ils vont se battre entre eux, mais ils vont aussi jouer un rôle d'organisateurs et de conciliateurs auprès des populations. Ce rôle-là, le Bund va le jouer de façon absolument cruciale dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, surtout à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, au moment où justement les Juifs étaient laissés à l'abandon. Ce parti extrêmement organisé, qui avait considéré que le yiddish était une langue essentielle, ce parti-là a joué un rôle de premier plan. À côté donc de la culture, l'ouverture de bibliothèques dans les villages, dans les shtetl, l'ouverture de partis politiques où le yiddish devient une langue de propagande, une langue de communication organisationnelle, à côté des journaux, apparaît un mouvement qu'on a appelé le yiddishisme. Le yiddishisme est véritablement un mouvement de défense et d'organisation, de projection pour rendre la langue plus standardisée, parce que le yiddish a toujours été partagé en différents dialectes, pour écrire des grammaires, pour organiser l'éducation. Il faut dire que l'école traditionnelle, celle qui était depuis le Moyen-Âge, qui était omniprésente, qu'on appelle le Cheder, était une école où on parlait yiddish, et c'était la seule autorisée dans l'Empire russe. Et la conséquence de cela, c'est que aucun établissement d'éducation moderne, ou presque, n'existait où la langue yiddish était la langue d'éducation. Eh bien, lors de cette grande conférence en 1908, qui a eu lieu dans la ville de Tchernovitz, qui à l'époque était en Roumanie, et aujourd'hui elle se trouve en Ukraine, dans cette conférence, on a commencé à créer une unité autour d'une construction de ce qui pourrait plus tard être une véritable politique culturelle en yiddish.
cela a pu doucement commencer à se réaliser, mais l'histoire a été extrêmement cruelle avec ce mouvement. On peut voir ce mouvement d'ailleurs comme une sorte de parallèle finalement au sionisme. Le sionisme qui a fondé donc l'État d'Israël après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, est né au même moment que la renaissance de l'hébreu est contemporain de l'illustration du yiddish. Il y a comme, c'est comme deux voies politiques, deux visions sur l'avenir du peuple juif, une vision territoriale d'un retour à la terre ancestrale organisée autour de la langue hébraïque, et une vision diasporique avec cette idée qu'on reste en Europe, puisque nous vivons en Europe depuis des milliers d'années, et nous organisons politiquement, intellectuellement, culturellement notre vie autour de notre langue en Europe. Et c'est cette branche-là qui malheureusement a été détruite par la Shoah, et c'est elle que je présente, un historien, un penseur israélien qui est l'un des plus brillants aujourd'hui, a dit que ces deux options culturelles du peuple juif ashkénaze, ces deux options-là étaient véritablement sur un pied d'égalité, et on ne pouvait pas savoir laquelle survivrait en réalité. Et lui-même, il le dit de façon peut-être un peu provocatrice, mais pour vous illustrer son propos, il disait que heureusement que les armées hitlériennes ne sont jamais arrivées jusqu'au foyer juif en Palestine, qui était déjà présent dans les années 40. Hein. Heureusement que Rommel a perdu la bataille qui a fait reculer l'armée et ne lui a pas permis d'atteindre, parce que sinon, peut-être que le sionisme aurait connu le même sort, disons, que le yiddishisme. Maintenant, j'en viens à l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres est la période peut-être la plus brillante, et aussi la période qui a connu le plus de difficultés en raison de nombreux facteurs. Le premier, c'est l'éclatement de ce monde juif. Il était déjà assez grand depuis la vaste émigration en Amérique, mais à partir de l'entre-deux-guerres, on se trouve véritablement avec trois grands centres. On a le centre polonais, qui est peut-être le plus dynamique, où on a 3 millions de juifs en Pologne, dont une majorité continue à parler yiddish. Mais il y a une forte tentation d'assimilation qu'on combat, notamment des partis comme le Bundis. Et puis, il y a pour la première fois une forte présence éducative avec des écoles en yiddish qui ont été organisées, notamment par le Bund, mais pas uniquement, aussi par toute une série d'organismes, souvent de gauche, qui ont fait en sorte que les enfants apprennent toutes les matières en yiddish. Le centre polonais avait aussi cela de particulier, qu'il était le seul à avoir une certaine vision de l'avenir, hein, parce que il y avait une jeune génération qui arrivait, qui parlait yiddish, notamment les personnes qui sortaient de ces écoles qui s'étaient fondées et qui concernaient quand même plusieurs dizaines de milliers d'enfants. Et à côté de cela, il y avait une véritable indépendance culturelle, notamment c'est en Pologne que s'est fondé l'Institut scientifique juif, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le YIVO, qui a formé aucune de ces institutions n'avait le soutien de l'État polonais. C'est ça qui est assez remarquable, c'est ils avaient la liberté d'organiser leurs propres institutions, mais financièrement, ils devaient totalement s'auto-financer. Il n'y avait aucun soutien de l'État jusqu'au niveau le plus haut, c'est-à-dire jusqu'à cet institut scientifique qui fonctionnait uniquement par des dons de personnes privées. Et il s'agit pratiquement d'une université. Des personnes ont défendu leur doctorat, ont étudié non seulement la langue yiddish, mais aussi l'économie, la démographie,
Le YIVO avait toute une section d'ethnographie, de folklore. Il était à Vilnius jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et l'une des choses les plus marquantes de la Seconde Guerre mondiale a été la façon dont les Allemands ont essayé, les nazis ont essayé de voler tous les trésors de cet institut scientifique, de toutes leurs archives, et que certains poètes, des poètes et des écrivains, notamment le poète Suskever, qui vivait à l'époque dans le ghetto de Vilnius, s'est organisé pour créer quelque chose qu'on a appelé les brigades de papier. Ce sont des hommes qui ont risqué leur vie au moment où ces livres étaient triés. Ils les subtilisaient. Ils ne les emmenaient pas vers les wagons qui devaient les emmener en Allemagne, dans le fameux musée juif qu'Hitler voulait fonder comme unique trace du peuple exterminé. Et ils ont réussi à sauver une partie des fonds comme cela. Et c'est un très beau symbole de résilience et de maintien. Le YIVO, quant à lui, a réussi aussi en partie à survivre parce que son chef, qui était un scientifique de tout premier plan, qui se nomme Max Weinreich, son chef a réussi à s'enfuir à New York et à continuer le travail après la guerre à New York. À côté de la branche polonaise, donc il y avait un très grand dynamisme. J'ai à peine pu vous parler du dynamisme culturel, mais le dynamisme culturel était exceptionnel, notamment par des revues d'avant-garde qui, elles, étaient assez peu liées aux problèmes étatiques parce qu'elles étaient très internationales. Là, je vous montre un exemple qui a été d'une pièce, d'une fresque qui a été créée à Moscou, dans un théâtre. Donc, on passe du côté soviétique. Le côté soviétique a été d'abord une chance pour le yiddish, parce que le yiddish a été reconnu comme une langue nationale, officielle de l'URSS, au contraire de l'hébreu qui était considéré comme une langue bourgeoise, conservatrice. Le yiddish a donc été soutenu. Contrairement à ce qui se passait en Pologne, il y a eu des instituts, il y a eu même un théâtre, le théâtre d'État, et Chagall est venu lui-même créer les décors de ce théâtre qui était vu comme une chance inouïe. Pour la première fois, la langue yiddish recevait des fonds étatiques et était officiellement reconnue. Malheureusement, le destin du yiddish est symétrique du destin de l'Union soviétique, c'est-à-dire le stalinisme est venu fermer quasiment toutes les institutions qui s'étaient fondées et même si la Shoah n'a pas directement affecté cette culture ou seulement la partie, disons, la plus occidentale du monde juif de Russie, le stalinisme a pris le relais malheureusement, puisque en 1952, donc après la guerre, après l'engagement d'ailleurs des Juifs dans la guerre, ils ont été assassinés, non pas tous les Juifs, heureusement, même si il y avait peut-être, au moment de la mort de Staline, on pense qu'il y avait peut-être des projets de déportation aussi en Russie, mais il y a eu surtout la culture yiddish a été décapitée. En 1952, les plus grands poètes et écrivains yiddish ont été tués. On parle de la nuit des poètes assassinés où 12 des plus importants représentants de cette culture ont été tués. Je parle très rapidement, mais parce que c'est un peu excentrique des États-Unis. Les États-Unis ont été un lieu où le yiddish a été parlé, très vivant. Le théâtre a été omniprésent. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est peut-être aux États-Unis qu'on sent le plus de traces, ne serait-ce que dans la langue anglaise de New York, mais pas seulement. Il y a de nombreux mots yiddish. Le yiddish tel qu'il a survécu après la guerre
par des films comme Un violon sur le toit, c'est la culture américaine qui a digéré et restitué une forme un peu déformée de culture yiddish. Le problème des États-Unis, ça a été la très forte assimilation linguistique. La deuxième génération parlait anglais beaucoup mieux que yiddish, et même parmi les écrivains, leur fils, l'écrivain que vous voyez ici sur l'image s'appelle Opatoshu. Le fils d'Opatoshu est un acteur, David Opatoshu, qui est un des grands acteurs hollywoodiens. Donc même les enfants des écrivains se tourner vers la langue anglaise. Mais le coup vraiment le plus dur, celui qui a été celui de la Shoah, a terrassé la culture là où elle était la plus vivante. En réalité, c'était en Pologne. La Pologne, et bien sûr les Juifs polonais ont payé le plus lourd tribut, polonais et ukrainiens. On considère, mais c'est un chiffre qui est approximatif, qu'environ 75%, les 3/4 des victimes de la Shoah étaient yiddishophones. Et ce chiffre, qui est simplement un ordre d'idée, montre à quel point c'est le cœur même, puisque, comme je vous le disais, c'est le lieu où peut-être il y avait le plus de jeunesse, où il y avait aussi le plus de projection dans l'avenir pour la langue et la culture yiddish. Ce lieu-là, c'est lui qui a été décimé par la guerre. Les conséquences de cela, parce que je vois que j'arrive en bout du temps qui m'est imparti, les conséquences de cela, c'est que la culture yiddish n'a pas disparu avec la guerre, mais ses possibilités de survie sur le long terme ont été très sévèrement obérées à ce moment-là. Et il se trouve que les rescapés avaient plusieurs choix. Personne ne voulait rester en Pologne, ou très peu. Ceux qui sont restés, s'ils ne sont pas partis juste après la Shoah, ils sont partis souvent 10 ans ou pour les plus tardifs 20 ans après, lorsque la Pologne communiste les a laissés sortir. Donc le choix se portait soit sur l'Europe et les États-Unis, où l'assimilation linguistique était très forte, soit sur Israël, où le yiddish était considéré comme une langue concurrente, et donc où beaucoup de ces manifestations étaient interdites. On ne pouvait pas se réunir, on ne pouvait pas représenter du théâtre. Jusque dans les années 60-70, c'était très difficile de faire voir du théâtre yiddish en Israël, pour une raison très simple, c'est que Israël, à cette époque, était peut-être encore en majorité peuplé de juifs yiddishophones. Il ne fallait pas que cette langue fasse concurrence à celle qui était la construction de ce nouvel État, qui était l'hébreu. Et pour finir sur une note positive, le yiddish a quand même connu une sorte de reconnaissance internationale au moment où, justement, un des plus originaux écrivains polonais, qui a eu la chance d'émigrer à la suite de son frère aux États-Unis en 1935, Isaac Bashevis Singer, il est devenu un véritable phénomène de librairie et culturel aux États-Unis, grâce à sa politique aussi de systématiquement faire traduire ses œuvres en anglais. Il reçoit le prix Nobel en 1978, et lui-même à ce moment-là dit, et peut-être que je conclurai là-dessus, dans son discours de reconnaissance et au moment où il reçoit le prix Nobel à Stockholm, il dit « Je parle le yiddish, c'est une langue de fantômes. Dans mes livres, il y a des fantômes, mais ces fantômes sont des fantômes vivants et qui sont porteurs d'une histoire qui n'est pas près de s'arrêter de parler. » C'est donc un message un peu contradictoire, mais qui, tout de même, malgré les conséquences de la Shoah, insiste sur la possibilité d'une continuité sous une autre forme de la culture yiddish. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si des questions sont prévues, mais j'ai été très heureux de vous faire cette présentation.
Merci Arnaud. On peut avoir 5 minutes de questions. Voilà, s'il y a quelques questions, soit dans la salle où je me trouve, soit par Internet, elles sont les bienvenues. La question, Arnaud, est la suivante. Est-ce que le yiddish a toujours été écrit dans des caractères hébraïques ou bien y a-t-il eu des transcriptions dans des caractères latins ou Non, cyrilliques ou ailleurs? le cas du yiddish est particulier, en effet, c'est que d'autres langues juives, notamment le ladino ou le judéo-espagnol, se sont très fortement latinisées au tournant du XXe siècle, au début du XXe siècle. Le yiddish, non. Le yiddish est resté attaché de façon quasiment exclusive au caractère hébraïque. Les cas de romanisation ou d'ailleurs de cyrillisation, parce qu'on a aussi un peu employé l'alphabet cyrillique, sont rarissimes. C'est vraiment des exceptions. Et même en Union soviétique, où pourtant ils avaient une véritable maladie de faire des réformes à tout va, et ils ont beaucoup réformé la langue en supprimant beaucoup de conventions orthographiques. Même là-bas, ils n'ont pas voulu renoncer au caractère hébraïque. Donc, c'est un cas historique tout à fait particulier d'attachement premier. Je pense que c'est lié tout simplement à la valeur fondamentale de ces lettres dans la culture juive. Même pour des juifs communistes et athées, ils ne voulaient pas renoncer au caractère hébraïque. Moi, j'ai une question, Arnaud. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, il y a encore des écrivains yiddish? Et si oui, est-ce qu'ils sont plutôt aux États-Unis ou plutôt en Israël ou plutôt en Amérique du Sud ou en Australie? Alors, il y a des écrivains yiddish. Il y a des écrivains yiddish de différents types. Ils sont un peu partout. Pour la question géographique, ils sont vraiment un peu partout. Moi, j'ai rencontré un jeune garçon de ma génération, qui doit avoir une quarantaine d'années, qui venait de Roumanie et qui a émigré jeune en Israël, à l'âge de 8-9 ans. Et lui, le yiddish était véritablement sa langue maternelle, ou plutôt grand-maternelle. Il parlait yiddish avec sa grand-mère, mais il le connaissait de l'enfance. Et aujourd'hui, c'est l'un des écrivains yiddish qui publie. Il y a plusieurs revues. Les écrivains qui participent à ces revues sont un peu partout, aux États-Unis, en Australie. Alors, leurs textes sont fascinants, hein, souvent très, très intéressants, parfois très beaux. Il y a tout de même un problème, c'est qu'il y a très, très peu de lecteurs. Alors, autre question, Arnaud. Ouais. À part les textes en yiddish, il y a eu beaucoup de traductions, en particulier des traductions récentes d'ouvrages en yiddish. Il y a une maison d'édition qui s'appelle l'Antilope qui travaille beaucoup sur la traduction d'inédits yiddish. Est-ce qu'il y a d'autres maisons d'édition et quelle est la production à peu près de traduction du yiddish vers le français? Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'on est assez gâté en France. On a un paysage éditorial qui est curieux des cultures minoritaires. Et donc, effectivement, il y a les éditions L'Antilope qui sont très dynamiques dans la publication de livres en yiddish. Mais je dirais qu'historiquement, alors, il en manque beaucoup, malheureusement, mais il y a des ouvrages qui sont essentiels et qui sont très, très, très accessibles aujourd'hui, notamment, alors, j'ai comptabilisé plus de 200 livres qui ont été traduits du yiddish en français, 250 à peu près, ce qui est vraiment pas mal, hein, mais on est loin des 40 000 livres qu'on estime être dans une bibliothèque moyenne, la bibliothèque de la culture, de la maison de la culture yiddish a plus de 40 000 ouvrages. Ceci dit, c'est déjà très bien et notamment il existe
Récemment ont été traduits de très beaux romans par Batia Baum, qui est une excellente traductrice. On a les 2 volumes dans la collection bouquins qui se nomme Royaume juif. Alors, c'est peut-être le titre est un peu trompeur parce qu'il s'agit en réalité tout simplement d'une anthologie de traduction française de la langue yiddish, et c'est une très très belle anthologie en 2 volumes, donc, et qui est, à mon avis, qui est tout à fait encore, qui n'est pas épuisé et qui réunit des extraits assez révélateurs de la littérature yiddish. Donc, je suis optimiste sur la transmission, mais et puis il y a encore des jeunes traducteurs, hein, donc je suis assez optimiste de ce point de vue-là, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont accessibles. Arnaud, la question est la suivante. Parmi Oui. les 250 références auxquelles tu as fait allusion, Ouais. quels sont les ouvrages les plus facilement accessibles? Alors, très, très accessible, justement. Moi, vraiment, je conseille ce double volume, hein, de la collection bouquins qui s'appelle Royaume juif, qui a été constitué par Rachel Hertel. Et puis, à l'intérieur, vous y trouverez d'excellentes traductions, notamment de Sholom Aleichem, dans le premier volume. Dans le deuxième volume, vous trouverez l'un des romans que j'apprécie le plus, qui est d'un écrivain, Moïse Koulbach, un romancier qui décrit de façon extrêmement drôle la soviétisation de la vie juive dans les années 30. Vraiment, je vous encourage à aller vers ces 2 ouvrages qui sont peu chers, enfin, relativement peu chers et faciles à trouver. Et par ailleurs, vous avez donc dans toutes les collections de l'Antilope, à mon avis, sont assez accessibles, hein, un peu partout. Si vous regardez Éditions de l'Antilope, ils ont déjà publié plus d'une douzaine d'ouvrages. Et il y a également chaque année sortent dans différentes collections, d'ailleurs, chez différents éditeurs, de nouveaux romans. Très récemment est sorti mais je crois que cette fois c'est à l'Antilope, un long roman de Sholom Aleichem qui s'appelle Motel, le fils du chantre, et qui raconte de façon très drôle l'émigration aux États-Unis, vu du point de vue d'un enfant. On trouve donc, je pense, assez facilement, si vous rentrez le nom des différents auteurs dont j'ai parlé, vous trouverez pas mal d'ouvrages, ne serait-ce que sur Amazon. Mais la collection bouquins est un très bon point de départ, selon moi. Voilà, merci beaucoup pour cette conférence passionnante, Arnaud. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Merci aux médiathèques du canal de Saint-Exupéry, et puis la troisième, je n'ai pas le nom, d'avoir… Jacques Prévert, j'ai entendu tout à l'heure, je crois. Voilà. Jacques Prévert, Bouclès-sous-Bois. Merci Pascal Visset, directeur des médiathèques, de nous avoir retransmis cette conférence dans nos bicards, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci et au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci.